la chaîne qui donne envie d'agir. Nous sommes dans Réussir, le 23 septembre 2007. Mais oui, on va applaudir les BTS Communication deuxième année. Ah bah ça, c'est l'école radio, ça. On ne peut pas s'empêcher d'applaudir, même quand on est filmé. Internet à 20 ans, le numérique est partout. Et dans le cadre de cette émission que nous faisons avec la Digital Week et les Direct Jeunes de la ville de Saint-Herblain, on voulait se poser la question de savoir comment est-ce qu'il a modifié nos vies, ce numérique. Est-ce qu'il est un bon assistant ou un compagnon parfois envahissant? Comment est-ce que nos besoins personnels sont assouvis en présence du numérique? Et en clair, eh bien, comment est-ce qu'il a modifié nos relations? C'est le thème de cette discussion avec nos étudiants reporters au complet et nos invités également au complet. Cécile Préfold, l'experte en numérique, Rodolphe et moi-même. Moi, je voudrais d'abord vous entendre, les étudiants, sur des belles histoires avec le numérique. Qui a une belle histoire à nous raconter? Puis on aura aussi des histoires un peu moins faciles. Une belle histoire de numérique, de réseaux sociaux. Mélissa a une belle histoire. Internet. Vas-y. Oh là là. Ah, elle fait la cour. Oui. Alors, on est en... J'entends là, c'est bien. Ah oui, c'est normal, vous êtes à la radio. Parlez, posez votre question, madame. Oui. Alors, on est en 2010. Je suis sur Facebook. Je reçois un message privé d'une personne qui me dit: ah, Mélissa, ça fait plaisir de te revoir. T'étais ma meilleure amie à la maternelle. Je connais tes parents. Je fais ok, c'est qui? Je vais regarder sur son profil. Je vois qu'en fait, c'est une personne que je voyais, en fait. Mais sans avoir son nom et tout, on se voyait. Et je lui demande, mais comment t'as fait pour savoir? Elle dit non, en fait, j'ai vu ton nom de famille. Et c'est ton nom de famille que j'ai jamais oublié depuis la maternelle. Enfin, j'avais peut-être 2 ans et la fille... Elle m'a perdu de vue depuis et en 2010, elle me retrouve grâce à Facebook. C'est joli, c'est joli comme histoire. C'est vrai qu'on en a à peu près tous connu des belles histoires comme ça de personnes qu'on avait perdues de vue. Et désormais, avec le numérique, on peut les retrouver plus facilement. Une autre belle histoire. Clarisse a une belle histoire à propos de sa sœur. Moi, c'est pas moi, mais c'est ta sœur. Hein. Ouais, c'est ma sœur. Ouais. Parce qu'en gros, sur Facebook, il y a des groupes. Donc, par exemple, des gens qui ont des intérêts communs et tu t'inscris sur un groupe, tu peux partager plein de choses. Et donc, elle avait posté un commentaire sur Facebook. Et quelqu'un, qui n'était même pas son ami sur Facebook, elle se connaissait pas du tout, a répondu. Et elles ont commencé à parler, donc elles sont devenues amies sur Facebook et ensuite amies dans la vraie vie. Et voilà, elles se sont vraiment vues plusieurs fois en vrai, donc ça n'a pas juste été une relation virtuelle. Donc ça commence par un clic et ça finit vraiment en amitié réelle, on va dire. Et ça finit par une amitié. C'était moi l'une de mes questions. Est-ce que, d'après vous, le numérique peut permettre de renforcer les liens physiques? Parce qu'on se dit souvent qu'il a tendance à nous éloigner un peu, mais là, on voit finalement un petit peu l'inverse. Alors le numérique, il renforce ou il éloigne les liens physiques? Qui veut réagir? Aurel? En fait, ça dépend du contexte, je pense. Ça peut les renforcer quand la personne est loin, en fait, et qu'on n'a pas le moyen de la voir et de communiquer avec, hormis Internet. Et quand la personne est plus proche, ça a tendance à un peu plus à casser le lien, en fait. Ça va être juste une relation un peu futile, on va prendre des nouvelles, mais sans plus. Ouais. Et j'ai l'impression que plus on est loin de la personne et plus Internet... en fait, solidifie les liens qu'on a avec la personne. Donc on parle de distance au travers de ce que vous dites. Et la distance, c'est la facilité à voir la personne, à pouvoir la voir en fait. Oui. C'est renforcer les liens physiques, c'est bien ça? Oui, est-ce que le numérique renforce ou pas, ou nous éloigne physiquement les uns des autres? Au contraire, je pense que ça éloigne en termes de liens physiques. Après, en lien virtuel, oui, bien sûr, ça rapproche, mais en lien physique, au contraire, je pense qu'on perd quelque chose, un aspect un peu humain, parce que du coup il n'y a plus... On est dans cette futilité, disait Aurel, parfois, vous vous retrouvez dans cette logique de futilité, on ne se dit pas grand chose finalement, certaines fois sur les réseaux sociaux? Oui, on se dit... Est-ce que c'est le but du jeu, en fait? Le message n'est pas du tout pris de la même façon quand on envoie un message Facebook ou quand on a un vrai contact physique envers la personne. On n'a pas du tout les expressions de visage. Comme on disait la dernière fois, c'est un smiley, l'expression de visage dans notre message. Est-ce que c'est le but du jeu finalement de donner du fond sur Facebook ou sur les réseaux sociaux? C'est quoi le but? Quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous les utilisez pour quelles raisons?
Ça va dépendre de chaque personne. Ça va dépendre de chaque, alors, de chaque génération. Moi, je suis plus. Et puis il y a une question du même type qui vous sera posée à vous les trois invités. À un moment, il va falloir qu'on ait la carte d'identité de vos usages de réseaux sociaux. Moi, majoritairement sur les réseaux sociaux, ça va être plus du partage d'informations. Donc l'actualité qui va me marquer. Alors Jessie. On entend un petit peu de ma vie aussi, hein. J'ai bien dire majorité. J'ai bien dire majorité. Ouais. Non, après c'est plus du traitement d'informations, mais ça dépend vraiment de chaque personne. J'ai pas mal de l'âge de la personne aussi. Parce que sur mon Facebook, j'ai des adolescents jusqu'à 50-55 ans, je crois. Ça dépend vraiment de l'âge de la personne. Ah, ça va, on n'est pas les plus vieux. Vous êtes sauvés. Et alors donc, qu'est-ce que vous vous dites selon les âges ? L'intérêt n'est pas le même. L'intérêt n'est pas le même, on ne partage pas la même chose. C'est-à-dire que l'adolescent va partager sa vie complète, sera jusqu'à la frite qu'il a mangée. C'est intéressant ça. C'est important surtout. C'est génial. Ouais. Tous les adolescents sont comme ça, non ? Non, je trouve que des fois, ça, au contraire. Après moi c'est l'exemple de mes parents, ma mère qui est très Facebook, elle découvre ça depuis 2 ans, donc elle partage beaucoup de choses. Elle partage beaucoup de choses et au contraire, moi, voilà c'est ça. Au contraire, moi je suis plutôt je fais attention avec ce que je partage et ma mère, elle n'a pas du tout de filtre. Alors c'est toi qui fais le modérateur auprès de ta mère en fait. Mais c'est presque ça en fait. C'est qu'au contraire, c'est nouveau pour elle, c'est génial. Exemple concret, vous faites attention à quoi et à quoi est-ce que vous l'incitez à se méfier ? Parce que en tant que jeune, on fait attention à ce qu'on montre. Et donc c'est bon, les photos aussi entre copains, bien sûr, mais c'est pas non plus. Vous postez vos photos entre copains ? Jamais. 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 Non, je veux dire, j'entends parler des soirées privées. Hein. Oui, on privé à quel point ? Non, ça publie les déclarations URSSAF, les feuilles d'impôt, enfin bon, exactement. Classique. Qu'est-ce qui publie nos chers invités ? Moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous publiez, Julie, sur votre page Facebook par exemple ? Moi j'en publie le moins possible. Le moins possible, c'est-à-dire à titre perso à titre perso, oui. Ah oui, non, à titre pro, là par contre... ça diffuse ça diffuse. Mais non, à titre perso, c'est vrai que je mets pas grand-chose sur Facebook. Je suis plus spectatrice qu'actrice, finalement. J'utilise Facebook uniquement pour envoyer plutôt des messages privés, pour organiser un événement ou ce genre de choses et regrouper... organiser un événement à vocation entre amis. notamment professionnelle. Non, c'est plutôt entre amis. C'est une utilisation alors amicale. Pour oui, alors j'ai mon Facebook donc perso qui est pour une utilisation amicale où ça va être pour retrouver des gens. Moi aussi j'ai retrouvé des gens via Facebook puisque j'ai quand même beaucoup bougé. Après à titre pro, là par contre oui, je vais publier pas mal de choses, que ce soit aussi bien sur Facebook ou sur Twitter, puisque là l'objectif il est complètement différent, il est de créer une communauté pour la plateforme, donc c'est autre chose. Evan, vous publiez des lignes de code ? Forcément. Pardon ? Des lignes de code vous publiez ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, nous c'est pareil, moi perso très peu Facebook, j'essaie de publier le moins possible ou alors que des conneries. L'essentiel c'est de faire marrer mes amis, c'est tout, mais très peu sur moi-même. Vous êtes en relation qu'avec des amis, avec des gens que vous connaissez ? Facebook, oui, on a tenté, nous, Facebook, avec l'entreprise, ça n'a pas marché. Niveau stratégie, c'est pas là où on a intérêt d'y être. Plus Twitter, plus LinkedIn que Facebook. Ouais. Et Sandrine ? Moi, je vais répondre avec une notion qui est pour moi essentielle quand on est sur les réseaux sociaux, c'est d'être fier de ce qu'on publie. Donc, avant tout, de garder à l'esprit... cette idée-là, c'est comme ça que j'éduque aussi mes enfants, parce que je suis maman de 3 enfants. Le plus grand commence à être sur les réseaux sociaux puisqu'il a 13 ans, donc il était très fier le jour de son anniversaire à 13 ans de me dire « Maman, je vais pouvoir ouvrir ma page Facebook, avoir mon compte ». Donc voilà, donc moi j'ai fait forcément en tant que maman cette formation à mes enfants en leur disant d'être fiers et donc être fier de ce qu'ils publient, parce que y a ce qu'on fait dans l'instant, y a ce qui reste derrière la longue traîne qu'on va amener sur les réseaux sociaux qui va être notre identité numérique. Ça suffit pas d'être fier. Pour le coup, comment est-ce que juste le temps de se poser cette question-là, et c'est vrai que quand on publie quelque chose, si on se pose un peu la question de est-ce que ça correspond vraiment à ce que je suis, à ce que j'ai envie de dire, et est-ce que c'est vraiment moi, je pense que déjà on élimine pas mal de contenus inutiles ou pas forcément
positifs qui vont nous suivre derrière pas mal de temps. Et puis surtout aussi derrière de paramétrer aussi la sécurité de son compte pour s'assurer que d'autres ne puissent pas non plus faire n'importe quoi avec les données qu'ils vont publier à propos de nous. Oui, c'est récemment, moi j'ai une personne, mais c'est tout récent, avec qui je suis en contact sur Facebook. 14 heures cet après-midi. Et qui m'a dit, non mais il n'y a pas vraiment très peu de temps, qui m'a dit, je n'accepte en ami une personne que si j'ai mangé au moins une fois avec elle. Ça veut dire que le préalable, c'est on se rencontre physiquement d'abord et après on est en contact. Du coup, on a mangé, forcément. Ah oui, on est obligé de manger, c'est comme chez vous, Julie, on est obligé d'aller... Mais en tout cas, j'ai aimé moi cette démarche, ça m'a plu, cette démarche de on se serre la main d'abord, on mange un bout et après on se connecte. C'est inverser un peu la tendance. Et en même temps, comment va évoluer la relation si on n'est que sur une relation de type réseaux sociaux? Est-ce que le numérique, on parle plutôt des réseaux sociaux pour l'instant, mais on parlera bien sûr du numérique aussi en entreprise tout à l'heure, est-ce qu'il nous permet de garder des relations, on va dire, normales, aussi directes, logiques que celles qu'on a là, comme en ce moment, de visu? Tu veux réagir, Evan? Et puis les étudiants forcément ont un avis parce que je vous ai déjà posé cette question. Je vais faire une réponse à la normande. Pareil, comme je disais tout à l'heure, ça dépend du contexte, mais c'est vrai que moi, avec le recul, par moments, je vois trop de personnes qui sont comme ça sur l'écran et je trouve que pourtant on pourrait parler. Il y a des bars aujourd'hui qui font exprès de couper, mettre des ondes pour empêcher de capter la 3G pour se parler. Même ils disent, vous êtes là, vous commandez que si vous arrêtez de regarder votre téléphone. Donc oui, je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Il y a ce côté-là où on peut vraiment perdre cette relation. Où est-ce qu'on peut la garder, cette relation, la sauvegarder et faire en sorte qu'elle reste authentique? Et je dirais qu'elle corresponde à ses besoins personnels, à ses besoins fondamentaux. Qui veut s'exprimer là-dessus? Elissa? D'accord. Oui, en fait, ça dépend des besoins. En fait, Vous avez besoin de quoi, vous, quand vous êtes en relation avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, par exemple? Personnellement, j'ai eu des périodes, ça a été une vague en fait. C'est-à-dire au début, on découvre, on est à fond. Et là, en ce moment, c'est plus, on temporise. Et on essaie de savoir si on est fier en fait de ce qu'on publie. Ah oui, vous joignez avec Sandrine? Oui, beaucoup. Est-ce que je publie ça? Est-ce qu'il le faut? Pourquoi je le fais? Finalement, je me dis ça, je me mets des barrières personnelles et pour finalement avoir un Facebook qui me ressemble, quoi. Qu'est-ce qu'un Facebook qui vous ressemble? C'est ça. Est-ce que vous posez la question de savoir ce que ça va générer si vous publiez tel ou tel article, si vous partagez ou si vous créez par exemple un billet d'humeur? Oui, totalement. Oui, parce que du coup on partage et il y a beaucoup. Pour ma part, moi j'ai beaucoup d'amis que je connais pas plus que ça. Exactement. Ouais. Et puis on peut vous observer depuis des amis d'amis. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et donc oui, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ce Qu'est-ce que qu'on vous avez publie. publié récemment? À part des photos de soirée? Non, les photos d'aujourd'hui. Les photos d'aujourd'hui, on est dans un contexte pour le coup professionnel. Exactement. Aujourd'hui, ouais. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'a publié ta mère? Et qu'est-ce qu'elle a partagé? Est-ce qu'on peut parler, y compris à titre d'usage personnel, de stratégie? Est-ce qu'il faut établir une stratégie par rapport aux réseaux sociaux? Mélissa? Oui, ça rejoint un peu. Je pense que c'était la même idée en fait que j'avais tout à l'heure. Oui. C'est une stratégie en fait de se demander est-ce qu'il faut vraiment publier ça? Parce que je trouve que perso j'ai été beaucoup jugée par rapport à ce que je publiais. C'est-à-dire? Alors là, on va peut-être aborder l'échec avec les réseaux sociaux après la réussite. Oui, en fait, j'ai mes parents qui sont amis avec moi. Donc, des fois, j'ai envie des fois, j'ai envie de les bloquer, de les supprimer. Enfin, voilà. Il y a des paramètres pour ça. Il y a des paramètres, mais... J'ai envie de bloquer, supprimer mes parents. Tout de suite, t'as ta mère qui t'appelle. Ah, mais il paraît que t'as publié une photo, je ne l'ai pas vue. Ok, je t'ai bloqué, mais bon. Voilà. Et du coup, j'ai une petite stratégie. C'est... Je publie ça, mais il y a maman, je publie ça, il y a mes amis, je publie ça, il y a mon copain, finalement il y a moi, et qu'est-ce que je fais? Oui, mais finalement en parlant de stratégie, tu parles aussi du coup de stratégie dans le sens je vais mettre ça pour avoir tel résultat. Ta stratégie, il y a double sens, tu peux pas faire que dans un sens où tu caches une partie de ta vie, ça veut dire qu'il y a aussi une partie de ta vie que tu as très envie de montrer finalement. Bien sûr, et
Après ça, je le montre quand même. Voilà. Donc c'est plus, c'est peut-être plus un choix de public que de contenu. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Puis surtout, on est des étudiants, donc des futurs salariés, et les patrons viennent voir nos Facebook. oui. Ah oui. Donc, Evan fait un grand oui. C'est un grand facteur, oui, voilà. En plus, je pense que Non, quand mais- on travaille dedans, c'est peut-être la première chose qu'on va voir quand on recrute. En même temps, c'est bien connu, les dirigeants d'entreprise ne vont jamais sur les réseaux sociaux personnels. Et moi j'ai un principe, c'est que tous mes salariés, je vais surtout pas être ami avec eux, c'est un grand principe, je ne veux pas savoir leur vie. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils ont une stratégie publique ou pas. C'est-à-dire que moi je vais juste aller voir leur profil public. Ouais. Donc je vais sur mon Facebook et puis je regarde voir si je peux voir des choses d'eux. Et déjà ça me permet de réfléchir s'ils pensent à ce qu'ils font en fait. Et il faut penser à ce qu'on fait dans le monde professionnel. Donc s'il n'y a pas cette pensée, pour moi déjà il y a quelque chose. Soit on devra les former, soit il y a peut-être un problème. En tout cas c'est comme ça que je pense. Sandrine, quand on est un futur professionnel, ils sont pas loin de la vie active. Certains y sont déjà parce qu'ils travaillent en alternance. Comment est-ce qu'on peut définir sa stratégie de visibilité, d'utilisation des réseaux sociaux? Faites-nous du digital. Alors la première règle, c'est déjà d'aller soi-même se googliser, voir un petit peu ce qui ressort quand on tape son prénom et son nom, ce qui ressort sur les moteurs de recherche. Parce que l'idée, c'est surtout de maîtriser son image. Donc si on laisse des choses circuler sur le web et qu'on n'a pas de stratégie, quand on va se googliser, on va voir des choses qui vont nous surprendre, des choses qui ne sont pas forcément en phase avec qui on est, tout simplement. Donc avoir cette maîtrise et cette stratégie des réseaux sociaux, c'est se dire qu'on maîtrise son image sur le net. Et aujourd'hui, c'est vrai que les recruteurs, enfin moi la première aussi, j'ai toujours été googliser les personnes que je vois en entretien, quand je fais un rendez-vous, quand je fais... j'ai ce réflexe-là automatique de voir à qui j'ai affaire, parce que c'est une curiosité aussi d'esprit de se dire quand on rencontre quelqu'un, on prépare le rendez-vous et on essaye de comprendre à qui on va avoir affaire. Ça, c'est encore une règle de relationnel aussi. Et donc, de s'approprier une stratégie, c'est-à-dire se dire je vais être sur Facebook, je vais être peut-être sur LinkedIn, je vais être peut-être sur Twitter, je vais être peut-être sur d'autres réseaux. Quel est votre conseil à vous? Sur quel réseau particulièrement il faut être aujourd'hui quand on recherche un emploi? Après, ça va dépendre du secteur. Mais quand on est dans le vaste champ alors de quand on est dans la communication ou du numérique. quand on est dans la com, il faut déjà, quand on se lance sur le marché de l'emploi, c'est avoir un bon profil LinkedIn, un profil éventuellement Viadeo. Vous êtes moins fan. Et puis Twitter. Après, ça dépend. Tout dépend du secteur dans lequel on veut travailler. Et avoir un profil Twitter aussi qui montre qu'on est aussi sur la veille, qu'on est sur des sujets qui nous passionnent, on peut nourrir déjà un début d'expertise. Et puis après, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur des réseaux aussi comme Vine, comme Periscope, comme plein de réseaux aussi qui permettent de faire de la vidéo et qui montrent qu'on s'est approprié ces nouveaux outils, ces nouveaux usages qu'on va utiliser aussi au travail dans les métiers qu'on va pouvoir exercer. Des nouveaux outils, des nouveaux usages, Cécile, qui me dictent un petit peu ce que je dois faire parfois. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En quoi est-ce que l'outil correspond bien à mes besoins personnels, mais en quoi est-ce qu'il est parasite parfois, et notamment le besoin d'exister, d'être partout. Parasite le fait de faire autre chose. Quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Oui, c'est clair. Et on voit beaucoup de dirigeants ou de cadres d'entreprise qui aujourd'hui sont aussi confrontés à cette difficulté d'être parasités par, alors pas uniquement les réseaux sociaux, mais tout l'environnement numérique en fait de leur poste de travail. Pour donner une petite idée, en moyenne, un cadre français passe plus de 5h30 à consulter des mails. 5h30 par jour. 5h30, ça fait pas mal quand même. Alors, je ne sais pas si vous rentrez dans cette catégorie. Vous avez calculé un petit peu, vous, les dirigeants d'entreprise? Julie, combien de temps vous pouvez passer à regarder les mails? À regarder vos mails, à traiter vos mails. Je ne compte pas le smartphone pro. On est vraiment sur la consultation des mails. Ça veut dire que c'est une grande partie de leur journée en fait, qui est consacrée à cette activité. C'est vrai que... Honnêtement, je n'ai pas calculé le temps que je mettais à regarder mes mails, mais oui, je pense qu'on peut facilement y passer peut-être 1 heure par jour. Une demi-heure, ça va. 1 heure par jour, c'est très raisonnable. Ouais. Mais je pense que dans la mais c'est parce qu'on a affaire à une dirigeante proche de ces équipes. Oui, après, faut faire comprendre aux gens qu'ils n'envoient pas des mails pour tout et n'importe quoi. Il y a des codes aussi, là. Ouais. On ne retweete pas à la terre entière. Et puis on a vu émerger aussi du coup des offres de formation assez nouvelles dans le paysage des formateurs qui consistent à désintoxiquer le collaborateur, le cadre, voire les jeunes aussi, ce qu'on appelle les digital detox.
Alors, avant de parler de désintoxication, est-ce qu'il y en a autour de cette table qui ont l'impression d'être intoxiqués Donc de c'est numérique? ça l'infobésité concrètement? L'infobésité, non. C'est encore autre chose. C'est pas ça. Bon. Ah, vous vouliez placer votre conférence en entreprise? Il y a un mot de 4 syllabes, moi j'en profite. Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression d'être un peu intoxiqués d'informations, de réseaux sociaux, de solutions numériques autour de cette table? Non, même pas. Jessie? Non? Oui. Oui. Je suis toujours contre toi, Jessie. Je vois ça. C'est un besoin. On verra ça. Oui, Vous êtes un peu dit-il, la main intoxiqué? posée sur le Expliquez-nous téléphone. cette intoxication. Oui, parce que c'est partout. On a les ordinateurs, même nous, c'est ce qu'on dit aussi avec nos profs nous le disent. L'image, elle nous attire tout le temps. On est toujours sur nos téléphones, sur nos PC. C'est perpétuel. Vous vous imposez des règles d'hygiène, une sorte d'hygiène de vie numérique pour vous désintoxiquer en attendant de faire des formations de ce type-là? Non, bah après, quand je suis en cours, j'en fais autant que tous les jeunes. Je suis tout le temps sur mon smartphone. Quoi? Sur mon Non, pas en cours. J'avais dit non, pardon, c'est cours. parce que je derrière nous. En cours, c'est sur le PC, et puis après... c'est ça. Donc il n'y a pas d'autres intoxiqués alors du coup autour de cette table? Alicia? Ah si, Julie, elle a l'air intoxiquée. Non, même pas. Vous arrivez à scinder les temps où vous êtes sur vos smartphones, sur les réseaux sociaux, sur la recherche internet et le reste de la vraie vie? Oui, après c'est vrai qu'il faut toujours se mettre des limites. Faut savoir couper au bout d'un moment les réseaux sociaux. Parce alors, que c'est un yaka faucon ça ou c'est je m'impose des règles? C'est un yaka faucon dans le sens c'est une belle idée que vous avez de couper les réseaux sociaux? Oui, c'est ça, vous disiez, il faut s'imposer de temps en temps des règles. Oui, après il faut savoir, avec le boulot qu'on a à côté, il faut savoir se mettre des limites. Sinon, le temps passe très vite. Il essaie le bras. Oui, Sandrine. Juste, ça devient vraiment compliqué de pouvoir se couper de son smartphone aujourd'hui, parce que le smartphone aujourd'hui, il fait tout. Il fait tout pour nous. Il nous permet de payer son parc-mètre, il nous permet de réserver ses vacances, parler à nos amis, choisir une destination de voyage. Ça veut dire qu'il nous impose des usages, des façons de vivre? Il nous impose parce qu'il nous facilite la vie, ça nous augmente. Parce non, mais vous dites que c'est difficile de se couper, effectivement. C'est difficile parce que c'est devenu incontournable dans notre quotidien. On fait de plus en plus de choses avec notre smartphone et on va en faire encore plus demain. Donc, et pour autant, est-ce que vous le coupez parfois, par moment dans la journée, pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure? Après, il faut savoir gérer sa vie numérique, c'est comme tout, il faut s'adapter au monde dans lequel on vit. Donc à partir du moment où on se pose un petit peu pour se demander ce qu'on veut faire de sa vie et ce qu'on veut faire de sa vie numérique. Mais vous Sandrine? Moi, je travaille dans la transformation numérique, donc c'est vrai que c'est un peu mon quotidien d'être énormément sur le sujet, sur les usages, sur le test de nouveaux outils aussi. Donc j'ai bien compris, donc ça veut dire que 24 heures sur 24, vous êtes pas disponible? Du tout, non, il y a forcément des moments où vous coupez quand vous êtes... Bah oui, je coupe quand je le décide et que j'ai envie de le couper, effectivement. D'accord. Ok, donc voilà, c'est la réponse que je voulais obtenir. Sandrine, quand même, experte en numérique, peut couper de temps en temps le lien numérique avec l'extérieur et c'est peut-être essentiel aussi de le faire. Tout à fait. Cécile, alors du coup, qu'est-ce qu'on y apprend dans ces formations en concentration? De la gestion du temps aussi et des priorités, parce que finalement on perd un peu le fil de sa propre, pas tout à fait de sa propre vie, mais de sa propre journée. Donc on y apprend à redresser des priorités et notamment des petits trucs et astuces très simples qui sont effectivement de couper son mail 1 heure, de le rallumer après pour traiter les mails en cours. On y apprend à gérer un certain nombre de choses par ordre de priorité. Et puis surtout aussi, et ce serait intéressant d'avoir vos remarques sur ce sujet, on y apprend à réfléchir. C'est-à-dire qu'on a le sentiment aujourd'hui que cette profusion de messages qui nous arrivent, de notifications, de mails instantanés, systématiquement, ça coupe aussi la concentration, bien sûr, mais la faculté de réfléchir à une problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait quasiment aller s'isoler dans une pièce où on est impossible à contacter pour pouvoir reproduire du contenu. Est-ce que ça vous arrive en entreprise de vous dire, bah oui, là, franchement, si je veux produire un contenu, donc être contributeur aussi d'un contenu, il va falloir se couper de ça, parce que c'est compliqué de se concentrer. Alors, on va vous remettre du son. Si on a du son, allez-y. Non. Alors, l'autre micro peut-être alors.
Il n'y a plus de piles. C'est peut-être ça. Alors oui, moi personnellement j'ai besoin de mettre mon portable dans une autre pièce. C'est bien de le dire, Julie. Et de m'isoler. Ah bah voilà, on a des révélations dans cette émission. Pour pouvoir me concentrer sur les choses que j'ai à faire et les priorités que je me suis données. Est-ce que vous avez constaté une évolution, parce que c'est ce qu'on observe, alors vous êtes un peu plus jeune que certains autour de cette table, mais en tout cas, est-ce que vous avez observé une évolution dans vos besoins personnels fondamentaux, et je parle justement de cette tranquillité dont on a besoin, de cette créativité, de la mobilité, du lien avec les autres, et puis de la reconnaissance aussi que nous apportent les outils numériques. Oui, et moi je le redis encore, j'ai besoin de cette tranquillité. Alors depuis que j'ai créé cette start-up, finalement je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'avant. Je me vois bien, chose que je ne faisais pas avant quand je suis dans les transports en commun. Je suis constamment en train de checker le Facebook, le Twitter, l'Instagram, voir s'il n'y a pas un sujet à publier. Dans le tramway, vous êtes déjà au boulot? Voilà. Bon, ça c'est plus très choquant aujourd'hui. Ouais. Mais je le faisais pas. Comment? Je voulais juste, excuse-moi Julie, 21% des personnes consultent leur mail avant de se lever dans leur lit. Je le fais parfois aussi. Ah bah voilà. Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais. Non, la vérité. Ouais. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, je me dis il va falloir arrêter parce que c'est un peu trop. Ben oui, parce qu'on le voit. Et c'est pour ça que je mets mon portable dans une autre pièce, de façon à pas l'entendre et pas le voir, et pas avoir la tentation de le prendre. Là, par exemple, il est où votre portable en ce moment? Là, il est dans mon sac. Et votre sac, il est à côté de vous? Non. Bien joué, bravo. Bien joué. Non, mais c'est vrai que quand on fait ça, je reprends l'exemple du tramway que vous citiez, on ne regarde plus l'éléphant, les machines de Lille, et ce qui peut nous faire rêver, ce qui peut en tout cas susciter un petit peu d'imaginaire chez nous. On est constamment sollicité. On a constamment une sollicitation extérieure. Qui veut réagir? Les étudiants, je voudrais vous entendre aussi. Tout à fait d'accord. Vous allez y passer. C'est un point que moi j'essaie de travailler depuis un an en fait, à essayer de me couper de mon téléphone. C'est très dur, mais déjà j'ai éduqué mes clients à ne plus m'envoyer de mail en fait. Vous avez éduqué vos clients? clients? Oui, tout à fait, c'est extrêmement dur. Faire ça. C'est très difficile. Maintenant ils ont pris conscience, je leur dis moi je ne lis mes mails que 2 fois par jour. Et j'ai appliqué ça aussi dans le tramway, c'est-à-dire que je me force, attention, je suis en cours de guérison, c'est pas encore fini, mais à regarder autour de moi, vraiment apprécier un esprit zen en fait, mais c'est hyper dur en fait. Essayer de se couper et de ne penser à rien, juste regarder comme avant en fait. Vous arrivez à comprendre ça, à suivre notamment le comportement des vannes? Mélissa, Aurel? Oui, en fait, perso, des fois on a envie de se couper et on a envie d'avoir des activités. Mais alors là, quand moi il m'arrive. Mais alors là, mais voilà, ça fait 2 fois qu'on entend la voix ici. Ça. Je me dis, ok, je vais sortir, je vais vivre. Et je me retrouve sur mon portable. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Je vais sortir, je vais vivre. Comme si finalement, quand on était accaparé par l'autre, on ne vivait pas tant que ça. C'est ça. Et je me retrouve sur mon portable sur une application qui me donne le nom d'un resto. Donc je suis encore sur mon portable. Et finalement, pour commander, pour appeler, et je fais autre chose. Je vais courir, j'ai une application. Donc finalement, je vis avec mon portable. En fait. Ça rend un peu addict en fait. Aurel? Est-ce qu'on est esclave de ces applis? Est-ce qu'on n'est pas... Ça commence à faire peur. Ouais. Moi j'ai beaucoup de mal à me séparer de mon portable. Parce que déjà à la base, j'aime beaucoup tout ce qui est technologie et tout, jeux vidéo, je suis à fond dedans. Et récemment, je viens de télécharger, grâce à Ophélie, même une application pour analyser mon sommeil. Donc, merci, docteur Ophélie. Donc là, vous allez nous expliquer comment ça marche. Je suis fatiguée, du coup. Alors, allez-y, prenez le micro, Ophélie. Comment ça marche? En fait, c'est juste une application où on met le téléphone sous son oreiller. Ah oui, quand même. Ouh là là. Ah oui. On peut le mettre en mode avion. Ah bon. Bien sûr. Et selon les mouvements, etc., ça peut analyser le
sommeil profond, sommeil léger, sommeil, réveillé. La qualité du sommeil. Analyser aussi quoi. Même dans le sommeil, c'est le téléphone. La qualité de sommeil, mais après. C'est le téléphone qui dit tu dormais? Non. Ah pardon, je t'ai réveillé. Cécile, un point flash sur. On parlait du fait que ça pouvait rendre addict. Et Jessie peut-être avait quelque chose à. Oui, non, moi je revenais par rapport à ce que tu disais pour concernant le fait qu'on ne voit pas les paysages en transport en commun, tout ça. Moi je sais que par rapport à ça, j'ai pris une décision en fait, c'est quand je suis arrivé sur Nantes même, donc c'était en janvier dernier, pour y vivre vraiment, où en fait je fais quasiment tout à pied. Parce que techniquement quand je marche, si je regarde mon téléphone, je me prends un truc, c'est automatique. Ouais, encore qu'on voit de plus en plus de piétons marcher, y compris. Ah oui, non, mais moi je ne peux pas. Oui, mais il y a des applications comme ça pour éviter les poteaux. Tu peux télécharger l'application. Moi je peux pas faire ça, si je fais ça, je vais me prendre un truc, c'est sûr. Une application aussi pour compter ses pas. C'est ça. Oui, c'est des applications de type fantastique, là, des applications pour les sportifs. Cécile, ça peut vite rendre addict. Et alors, on a la chance à Nantes d'avoir un service addictologie au numérique au sein du CHU de Nantes. C'est le CHU qui a lancé ça. Effectivement, c'est le seul en France qui propose une observation et une prise en charge en fait des personnes, quel que soit leur âge évidemment, qui sont vraiment arrivés à des niveaux très très poussés quand même de l'addiction sur le numérique. Mais du coup, c'est très intéressant. Et je couple cette information avec une initiative aussi de l'Université de Nantes et du CHU de Nantes aussi, qui ont créé un MOOC en ligne. Donc ça peut vous intéresser aussi si vous voulez tester et essayer d'évaluer votre usage du numérique et à quel point vous êtes addict éventuellement ou collaborer un petit peu sur cet aspect-là. Donc c'est assez intéressant de regarder est-ce qu'on est très addict, est-ce qu'on arrive bien à vivre sans Internet, jusqu'où on peut aller. Ce MOOC a eu pas mal de succès, c'est le seul en France qui existe et il a été créé chez nous, donc il est encore en ligne, vous pouvez essayer de le faire et c'est intéressant de voir qu'en fait on s'est servi de la technologie numérique pour finalement aller interroger nos usages sur le numérique. On parlera une prochaine fois parce que maintenant on se connaît et vous aurez peut-être envie de poursuivre le débat. Vous lancez déjà le générique. Attendez, parce que moi je voulais lancer un dernier minuscule sujet pour te rendre l'antenne. Moi je voulais savoir si vous étiez également utilisateur d'outils collaboratifs, parce qu'on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, des outils. Moi je connais surtout les Google applications en tout genre, mais il doit y en avoir 50 000 à peu près. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous travaillez avec ces outils collaboratifs? Et puis je voudrais le regard des dirigeants. On a le Drive et la Grok. Le Drive. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon d'étudier? Ça facilite quoi. On a notre ça facilite avec la communication avec nos formateurs et puis même en groupe quand on fait nos projets. Vous pouvez continuer à être créatif quand même avec des outils comme cela? Oui, forcément. J'imagine que vous êtes de fervents utilisateurs, vous et vos sociétés numériques. Personnellement, oui. Mes salariés et moi, on utilise beaucoup Google Drive. Il en existe un pour l'entreprise, Google Apps. Ça a révolutionné notre façon de travailler en fait. On peut saisir, la personne en face peut voir. Le télétravail est tout de suite en plus favorisé grâce à ça. Donc c'est vraiment très très pratique. Il y en a plein d'autres. Donc ça c'est un resserreur de liens. Sandrine, Julie, ça c'est une jolie révolution que nous a apporté le numérique en 20 ans. Pour ma part, j'utilise aussi Google Drive pour partager des dossiers. On utilise aussi comme outil un outil qui s'appelle Slack pour communiquer entre les membres de l'équipe, qui permet à la fois d'envoyer des messages privés mais aussi des messages groupés qui s'adressent à toute l'équipe. Et puis si on parle de collaboratif, après pour le côté perso, on connaît bien Airbnb et toutes ces plateformes. Et Rodenjoy, bien sûr. Forcément, le message du jour. Mais oui, moi, j'utilise toutes ces plateformes collaboratives qui remettent du lien, finalement, dans le numérique. Remettre du lien dans le numérique, Sandrine, c'est une bonne façon de conclure. C'est quoi votre conclusion sur le numérique qui nous a permis de faire évoluer nos relations? Le numérique, oui, c'est essentiellement remettre du lien, créer de l'engagement encore plus et plus facilement. On dit dans la vie, il y avait une phrase comme ça qui disait que dans la vie, on est toujours à 7 poignées de main de n'importe qui sur Terre. Avec le numérique et notamment avec les réseaux sociaux, on est à un clic d'une personne. Enfin, si demain sur Twitter, je veux
rentrer en contact avec quelqu'un, je peux le faire. Alors après, il y a des règles, il y a des codes, il y a des façons de le faire, mais voilà, comme je disais ce matin, sky is the limit. C'est vraiment, on a énormément de possibilités avec le numérique. Merci beaucoup, merci aux 3 invités, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, continuez à creuser, à explorer l'univers du numérique et puis surtout le message de nos dirigeants aujourd'hui, faites-vous plaisir, soyez fiers de ce que vous faites, de ce que vous êtes, parce que finalement c'est ça la contribution de réussir, c'est de faire le lien entre la fonction et la personne, son être, ce qu'elle a envie de devenir, parce que tout est possible finalement quand on se donne la peine. Julie Loyon était notre invitée, Sandrine Charpentier, Van Poissonneau, Jessie Alicia, Léa Micro. C'est le micro qui nous a lâché. On la refait, je reprends. Merci à Jessie, Alicia, Léa, Margot, Caroline, Sarah, Ophélie, Aurélien, Clarisse et Mélissa. Merci et bravo pour votre investissement. Nicolas, Kevin, Océane, Charlotte aux caméras aujourd'hui. Merci à Ludovic Leray, son équipe d'Atlantis, Olivier Josse, Jessie Raz et Céline Dodin pour la ville de Saint-Herblain. Merci Rodolphe Collet, Cécile Préfol d'avoir été à mes côtés. Prochaine émission, ça va peut-être vous intéresser, la mobilité. Ça veut dire quoi être mobile? Et je crois qu'on a déjà commencé à donner quelques pistes autour de cette idée dans cette émission aujourd'hui. Ce sera avec les lycéens du lycée Mandela à Nantes. Regardez, écoutez, lisez et surtout, vivez l'instant. Merci, à très bientôt dans Réussir. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.